marqués par l'arôme de la coriandre et du piment, gardèrent des secrets plus profonds que ces recettes. Sophie Martin marchait sous la pluie implacable de Lyon, le cœur aussi trempé que sa robe bleue, tandis que le vent froid caressait son visage, comme pour lui rappeler qu'elle était seule dans cette ville de lumières et d'ombres. Ses yeux verts clairs, fenêtres d'une âme blessée, reflétaient la résignation de celle qui a appris à perdre avant de gagner. C'est alors que la Mercedes noire s'arrêta près d'elle, et depuis la vitre qui descendait, des yeux bleus comme de la glace fondante l'observèrent avec une intensité qui fit frémir sa peau. La voix profonde qui émergea de cet étranger éveilla en elle des sensations oubliées, comme si son corps se souvenait d'un foyer que son esprit n'avait jamais connu. Ce que Sophie ne pouvait imaginer, c'est que cette rencontre fortuite sous l'orage n'était pas un hasard mais le premier ingrédient d'une recette écrite dans les étoiles bien avant sa naissance. La pluie tombait avec force sur les grandes fenêtres du luxueux restaurant Le Doré, tandis que Sophie Martin, à peine âgée de 20 ans, retenait les larmes qui menaçaient de ruiner le peu de maquillage qu'elle portait. Ses yeux verts clairs comme des feuilles fraîchement écloses fixèrent le sol de marbre qui reflétait les lumières tamisées du lieu. Ses mains, petites et aux ongles coupés courts par le travail constant en cuisine, tremblaient légèrement. « Tu n'as pas le niveau pour travailler dans mon restaurant ». Les paroles du chef Dupont résonnaient dans sa tête, tandis qu'elle voyait d'autres candidats appelés pour continuer les épreuves pratiques. Une fille de Saint-Marie-du-Lac ne comprendra jamais la haute cuisine française. Reviens quand tu auras étudié dans une vraie école, pas avec les recettes de ta grand-mère. Sophie serra fort le petit carnet de recettes dont elle avait hérité de sa grand-mère Marguerite. Ce carnet, aux pages jaunies et tachées de sauce et de beurre, était son trésor le plus précieux. Elle avait voyagé 4 heures en bus, depuis son petit village jusqu'à Lyon, avec l'espoir de décrocher un emploi dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Maintenant, sous la pluie, sans assez d'argent pour un hôtel et l'humiliation lui brûlant la poitrine, elle se demandait si elle devait rentrer chez elle. « Ne pleure pas ici », se dit-elle en s'éloignant du restaurant, sa simple robe bleu marine déjà trempée par la pluie. Les rues du centre historique de Lyon commençaient à se vider, tandis que l'orage s'intensifiait. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Une Mercedes-Benz noire s'arrêta près d'elle, et la vitre teintée descendit lentement. Des yeux bleus intenses l'observèrent depuis l'intérieur. « Avez-vous besoin d'aide » demanda une voix profonde et sereine. L'homme devait avoir une trentaine d'années, des cheveux noirs parfaitement coiffés, et un costume qui semblait coûter plus que tout ce que Sophie avait gagné dans sa vie. « Ça va, merci » répondit-elle avec dignité, serrant sa valise contre sa poitrine. « Vous êtes trempé et vous semblez être sous la pluie depuis des heures. » insista-t-il. « Je suis Thomas Leclerc. Si vous avez besoin d'un transport, je peux vous emmener. » Sophie hésita. Toute sa vie, on lui avait dit de ne pas faire confiance aux étrangers, surtout aux hommes riches qui offraient leur aide aux filles seules. Mais quelque chose dans ses yeux bleus, froids comme la glace, mais avec une lueur de solitude qu'elle reconnut immédiatement, lui fit baisser sa garde. « J'ai juste besoin d'aller à la gare routière, » dit-elle finalement. « Montez, » ordonna-t-il plus qu'il n'invita, en ouvrant la porte. L'intérieur de la voiture sentait le cuir et un parfum coûteux que Sophie ne sut identifier. Elle s'assit précautionneusement, essayant de ne pas trop mouiller les sièges. « Vous rentrez chez vous » demanda-t-il, l'observant du coin de l'œil tout en conduisant. « C'était l'idée, » répondit-elle, regardant par la fenêtre les rues illuminées par les éclairs. « Et pourquoi on dirait que vous fuyez quelque chose ?» Sophie serra les lèvres. « Je ne fuis pas. On m'a simplement rappelé quelle est ma place. » Thomas garda le silence quelques instants, puis, sans préavis, arrêta la voiture devant un élégant bâtiment à façade classique. « Voici mon restaurant, » dit-il, montrant une enseigne discrète mais élégante qui portait le nom Racine. « Et j'ai besoin d'une cuisinière qui n'a pas peur de défendre sa place dans le monde. » Sophie le regarda avec méfiance. « Comment savez-vous que je suis cuisinière ?» Thomas sourit pour la première fois, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Le carnet que vous gardez comme s'il était en or, les taches sur vos doigts, la façon dont vous sentez légèrement la coriandre et le piment, et l'expression de quelqu'un qui vient d'être rejeté au Doré. Dupont est connu pour mépriser le talent qui ne vient pas avec un diplôme. » Un tonnerre résonna au loin, tandis que Sophie sentait que le destin lui offrait une seconde chance, ou peut-être un piège. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Thomas Leclerc, l'entrepreneur gastronomique le plus accompli et redouté de Lyon, gardait des secrets aussi profonds que les siens, et que cette rencontre sous la pluie changerait à jamais leurs deux vies. La cuisine de Racine était un monde différent de tout ce que Sophie avait connu. Des surfaces en acier inoxydable étincelantes, des fours dernier cri et une armée de cuisiniers qui se déplaçaient avec la précision d'un orchestre bien rodé. Elle se sentait comme une intruse, avec sa simple robe encore humide et son petit carnet de recettes. « Voici Sophie »,
annonça Thomas à son équipe. À partir d'aujourd'hui, elle travaillera avec nous. Les regards de surprise et de dédain ne se firent pas attendre. Une femme élégante d'une quarantaine d'années, les cheveux tirés en un chignon sévère, s'approcha d'eux. « Thomas, nous avons une liste d'attente de chefs diplômés qui veulent travailler ici, dit-elle d'une voix maîtrisée mais clairement contrariée. Nous ne pouvons pas simplement embaucher quelqu'un que tu as ramassé dans la rue, Camille. » La voix de Thomas devint glaciale. « Quand ton bœuf bourguignon gagnera un concours national, tu pourras remettre en question mes décisions. En attendant, contente-toi de faire ton travail. » Camille Dubois, chef exécutif du restaurant et comme Sophie le découvrirait plus tard, ex-petite amie de Thomas, lui lança un regard chargé de ressentiment avant de retourner à ses tâches. « Ta première épreuve, » dit Thomas à Sophie lorsqu'ils furent seuls dans son bureau, « sera de préparer quelque chose qui me surprendra. Tu as accès à tous les ingrédients. Demain, à la première heure, je veux le goûter. » Sophie acquiesça, consciente du défi impossible qui l'attendait. Thomas la conduisit à une petite chambre au dernier étage du bâtiment, un espace simple mais confortable, avec un lit, une salle de bain et une fenêtre qui donnait sur la cathédrale de Lyon. « Les employés qui viennent de loin peuvent se loger ici, » expliqua-t-il. « Repose-toi, demain sera une longue journée. » Cette nuit-là, alors que l'orage continuait de battre la ville, Sophie ne put dormir. Elle passait mentalement en revue les recettes de sa grand-mère, essayant de décider ce qui pourrait impressionner un homme qui avait sûrement tout goûté. À 4 heures du matin, quand le ciel commençait à s'éclaircir, elle descendit silencieusement à la cuisine. À sa surprise, elle n'était pas seule. Un homme âgé d'une 60aine d'années nettoyait méticuleusement les surfaces. « Matinal », commenta-t-il avec un sourire aimable. « Je suis Pierre, responsable du nettoyage et selon certains, l'âme de cet endroit. »« Sophie », se présenta-t-elle, lui rendant son sourire. « Je suis nouvelle. »« Je sais, » dit Pierre. « Le patron n'a jamais amené personne comme ça. Il a dû voir quelque chose de spécial en toi. » Sophie se mit au travail, sortant des ingrédients et préparant la base de ce qui serait son plat. Pierre l'observait avec curiosité. « Puis-je demander ce que tu vas préparer ?»« Un coq au vin, » répondit-elle. « Mais avec une recette que ma grand-mère a apprise de sa mère, qu'il a elle-même apprise d'une cuisinière de Bourgogne pendant la Seconde Guerre mondiale. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent. « Ma mère faisait le meilleur coq au vin du Rhône, » dit-il avec nostalgie. « Puis-je rester pour voir ?» Pendant les heures suivantes, Sophie travailla avec passion, racontant à Pierre des histoires de son village, Saint-Marie-du-Lac, et comment sa grand-mère Marguerite lui avait enseigné chaque secret qu'elle connaissait. Elle lui parla de son rêve d'avoir un jour son propre restaurant où la cuisine traditionnelle française serait à l'honneur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Thomas était arrivé tôt et les observait depuis la porte, intrigué par la transformation de la jeune fille timide de la veille en cette femme passionnée qui se déplaçait dans la cuisine comme si elle y était née. Quand Sophie eut terminé, le résultat était un coq au vin qui respectait la tradition, mais avec des touches uniques. La sauce avait une légère touche de cognac vieilli qui rehaussait la richesse du vin, et le plat incorporait des herbes aromatiques que sa grand-mère cultivait dans son petit potager. Thomas entra alors, la surprenant. Sans dire un mot, il s'assit et attendit qu'elle le serve. Sophie posa l'assiette devant lui, tremblant légèrement. La première bouchée que Thomas prit fut suivie d'un silence qui sembla éternel. Puis, à l'étonnement de Pierre et Sophie, il ferma les yeux comme s'il vivait quelque chose de profond et personnel. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» demanda-t-il finalement, sa voix différente, presque vulnérable. « De ma grand-mère Marguerite », répondit Sophie. « Elle disait que la nourriture doit avoir le goût de la mémoire, du foyer. » Thomas la regarda alors avec une intensité qui la fit rougir. « Prépare ce plat pour le menu spécial de ce soir. Je veux que tu le serves personnellement. » Quand il se leva pour partir, Sophie remarqua quelque chose qui lui parut impossible, une larme contenue dans ses yeux bleus si froids. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que la saveur de son plat avait transporté Thomas à son enfance en Bourgogne, aux années avant que la tragédie ne change sa vie et ne le transforme en l'homme implacable qu'il était maintenant. Un souvenir qu'il avait enterré avec son vrai nom et son passé. Ce soir-là, le restaurant était rempli de l'élite lyonnaise, hommes d'affaires, politiciens et célébrités qui venaient non seulement pour la nourriture, mais pour être vus dans l'endroit à la mode. Sophie, vêtue d'un uniforme de chef légèrement trop grand pour elle, se sentait déplacée. « Souviens-toi, » lui dit Thomas, juste avant qu'elle ne sorte présenter son plat, « ne baisse le regard devant personne. Ce soir, tu es l'artiste. » Parmi les convives distingués se trouvait Étienne Valmont, le critique gastronomique le plus influent de France, connu pour détruire des restaurants avec ses critiques impitoyables. Quand Sophie lui servit son coq au vin, l'homme la regarda avec dédain. « Alors Thomas embauche maintenant des fillettes pour m'impressionner ?»
commenta-t-il avec sarcasme. Sophie, se rappelant les mots de Thomas, garda un regard ferme. Goûtez d'abord, monsieur Valmont. Jugez ensuite. Le silence se fit à la table tandis que le critique goûtait le plat. Son expression passa de l'arrogance à la surprise et finalement à quelque chose qui ressemblait à du respect. « Qui es-tu » demanda-t-il, cette fois avec un intérêt sincère. « Sophie Martin de Saint-Marie-du-Lac en Rhône-Alpes. » « Eh bien, Sophie de Saint-Marie-du-Lac, tu viens de préparer le meilleur coq au vin que j'ai goûté depuis 10 ans. » La nouvelle fit le tour du restaurant. Bientôt tous voulaient goûter le plat de la fille du village. Même Camille, à contre-cœur, dut admettre que le plat était exceptionnel. À la fin de la soirée, quand le dernier client fut parti, Thomas trouva Sophie assise dans l'escalier de service, épuisée, mais avec un sourire de satisfaction. « Tu as réussi, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Merci de m'avoir donné cette opportunité, répondit-elle. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi tu l'as fait. » Thomas garda le silence un moment, comme s'il décidait combien révéler. « Parce que quand je t'ai vu sous la pluie, avec ce regard de détermination malgré ta défaite, tu m'as rappelé quelqu'un. Qui? Moi-même, il y a longtemps. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de l'escalier. L'espace d'un instant, Sophie vit au-delà de la façade de l'homme d'affaires accompli, apercevant l'homme blessé qui se cachait derrière. Et quelque chose en elle sut qu'elle était en danger de tomber amoureuse de cet homme compliqué et mystérieux. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que le passé de Thomas était sur le point de les rattraper tous les deux, et que leur bonheur récemment découvert ne tenait qu'à un fil aussi ténu que fragile. Les jours à Racine se transformèrent en semaines. Sophie passa de curiosité à devenir une pièce fondamentale de l'équipe. Sa section de plats traditionnels revisités était devenue la plus demandée du menu, et Thomas lui avait confié de plus en plus de responsabilités. Cependant, la relation entre eux restait un mystère pour tous. Parfois, Thomas la traitait avec une froideur professionnelle qui faisait mal. D'autres fois, il la cherchait tard dans la nuit pour partager un verre de cognac et des conversations qui se prolongeaient jusqu'à l'aube. Dans ces moments rares et intimes, Sophie découvrait des fragments du véritable Thomas. Sa passion pour sauver des recettes oubliées, sa connaissance encyclopédique de l'histoire culinaire française et de petits indices sur un passé qu'il semblait vouloir effacer. « Pourquoi ne parles-tu jamais de ta famille ?» osa demander Sophie un soir, alors qu'ils partageaient le balcon du bureau de Thomas sous un ciel étoilé. Le visage de Thomas se durcit instantanément. « Parce qu'elle n'existe pas. Je suis orphelin. Je suis désolé. » murmura Sophie, regrettant d'avoir visiblement touché une plaie ouverte. « Ne le sois pas, » répondit-il, la surprenant en prenant sa main pour la première fois. « Certains d'entre nous doivent se reconstruire à partir de zéro. Tu devrais comprendre cela. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos au contact inattendu. « Pourquoi penses-tu que je te comprends ? Parce que tu as ce regard, celui de quelqu'un qui a beaucoup perdu et qui a dû se relever seul. » Sophie baissa les yeux. C'était vrai. Après la mort de son père dans un accident à l'usine où il travaillait, et avec sa mère consumée par la dépression, c'était sa grand-mère Marguerite qui l'avait élevée. Et quand elle mourut il y a 2 ans, Sophie s'était retrouvée véritablement seule au monde. « Ma grand-mère disait souvent que les personnes brisées cuisinent mieux, » dit-elle avec un sourire triste. « Parce que nous mettons dans la nourriture tout ce que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. » Thomas la regarda alors avec une intensité nouvelle, comme s'il voyait au-delà de son apparence fragile, et découvrait l'âme forte qui habitait en elle. Un moment, Sophie crut qu'il allait l'embrasser. Son cœur commença à battre fort tandis qu'il se penchait légèrement vers elle. Mais le moment fut rompu quand Camille apparut à la porte du balcon. « Thomas, Monsieur Moreau est au téléphone. Il dit que c'est urgent, » annonça-t-elle avec un sourire malicieux, comme si elle savait exactement ce qu'elle avait interrompu. Thomas lâcha la main de Sophie et reprit son attitude froide et professionnelle. « Nous poursuivrons cette conversation à un autre moment, » dit-il avant de partir, la laissant confuse et avec un vide inexplicable dans la poitrine. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que François Moreau n'était pas seulement un investisseur important. C'était aussi l'homme qui avait élevé Thomas après qu'il soit devenu orphelin, le responsable de la transformation d'un garçon nommé Théo Petit, fils d'une humble cuisinière de Bourgogne, en Thomas Leclerc, l'homme d'affaires impitoyable qu'il était maintenant. Le lendemain matin, Sophie remarqua un changement dans l'ambiance du restaurant. Les employés chuchotaient entre eux et Pierre, qui était devenu son ami et protecteur, semblait préoccupé. « Que se passe-t-il » demanda Sophie, tandis qu'ils préparaient ensemble la mise en place pour le service du midi. « François Moreau vient ce soir » répondit Pierre à voix basse. « Et il amène sa fille Héloïse. »« Et c'est mauvais ?» Pierre soupira. « Héloïse est la fiancée de Thomas. Ou du moins c'est ce que Moreau a annoncé à tout le monde. » Sophie sentit comme si on lui avait jeté de l'eau glacée. « Thomas est fiancé ? C'est compliqué, » répondit Pierre avec précaution.
François a sauvé Thomas quand il en avait le plus besoin, mais en échange, il a toujours voulu le contrôler. Le mariage avec Héloïse serait la dernière étape pour s'assurer que les affaires des deux restent en famille. La journée se déroula dans un brouillard pour Sophie. Chaque fois qu'elle voyait Thomas, elle se rappelait le presque baiser de la nuit précédente et ressentait une pointe de douleur. Avait-il joué avec elle tout ce temps? N'était-elle qu'une distraction, une aventure avant qu'il ne remplisse son devoir familial? Quand la soirée arriva, François Moreau fit son entrée triomphale dans le restaurant. C'était un homme imposant d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés et un costume qui criait pouvoir et argent. À ses côtés, Héloïse était l'image vivante de la sophistication, grande, mince, avec des cheveux blonds impeccables et une robe de créateur qui faisait que Sophie se sentait invisible dans son uniforme de chef. « Thomas, mon garçon !» s'exclama François, embrassant Thomas avec une familiarité qui contrastait avec la rigidité du jeune homme. « Ton restaurant est un succès. J'ai toujours su que tu irais loin. »« Merci pour ton soutien, François », répondit Thomas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Héloïse s'approcha et embrassa Thomas sur la joue, laissant une marque de rouge à lèvres qu'il s'empressa d'effacer. « Tu m'as manqué », dit-elle d'une voix mielleuse. « Papa dit que tu as été trop occupé pour nous rendre visite. » Sophie, qui les observait depuis la porte de la cuisine, ressentit un mélange de jalousie et de tristesse. Ils formaient un couple parfait aux yeux du monde, beau, riche, puissant. Que pouvait-elle offrir, elle, une cuisinière de village sans éducation formelle, face à cela? « Je veux goûter le fameux coq au vin qui a révolutionné la critique », annonça François en s'asseyant à la meilleure table du restaurant. « Et je veux rencontrer la cuisinière. » Thomas ne cesse de parler d'elle. Sophie sentit tous les regards fixés sur elle quand elle sortit de la cuisine avec le plat spécialement préparé. Elle garda sa contenance malgré le sentiment qu'elle s'effondrait intérieurement. « François, Héloïse, » dit Thomas d'un ton indéchiffrable, « je vous présente Sophie Martin, notre nouvelle chef de cuisine traditionnelle. » François l'étudia avec des yeux calculateurs. « Alors c'est toi, la jeune fille, qui cause tant d'agitation. Voyons si ta cuisine est à la hauteur de ta réputation. » Sophie servit le plat et attendit pendant que François le goûtait. L'homme ferma les yeux en savourant la première bouchée, et quand il les ouvrit, il la regardait différemment. « Cette saveur, » murmura-t-il, « me rappelle un petit bistrot en Bourgogne, il y a de nombreuses années. » Thomas se tendit visiblement, ce qui n'échappa pas à Sophie. « Ma grand-mère a appris cette recette en Bourgogne, » expliqua Sophie. Elle disait l'avoir apprise de la meilleure cuisinière qu'elle ait jamais connue. « Comment s'appelait ta grand-mère » demanda François, soudainement intéressé. « Marguerite Martin. » François pâlit comme s'il avait vu un fantôme. Il regarda Thomas, qui maintenait une expression impénétrable. « Intéressante coïncidence, » dit-il finalement, reprenant sa composition. Thomas a toujours eu le don de repérer les talents. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Sophie retourna à la cuisine, confuse par la réaction de François et blessée par la double vie apparente de Thomas. Plus tard, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour aller se reposer, Thomas apparut dans la cuisine vide. « Nous devons parler, » dit-il avec une urgence qui l'effraya. « De ta fiancée » demanda Sophie, incapable de contenir la douleur dans sa voix. « Héloïse n'est pas ma fiancée, » répondit-il fermement. « C'est une histoire que François a inventée. »« Mais tu ne l'as pas niée. »« C'est compliqué, Sophie. François n'est pas seulement mon mentor. C'est un homme dangereux quand il n'obtient pas ce qu'il veut. » Sophie le regarda, essayant de déchiffrer la vérité dans ses yeux bleus. « Pourquoi a-t-il réagi ainsi quand j'ai mentionné ma grand-mère » Thomas sembla livrer une bataille intérieure avant de parler. « Parce que Marguerite Martin n'était pas une inconnue pour lui, ni pour moi. » « Que veux-tu dire ?»« Cela signifie que notre rencontre sous la pluie n'était pas un hasard, Sophie. Je te cherche depuis des années. » Avant qu'il puisse expliquer davantage, la porte de la cuisine s'ouvrit et Camille entra, avec une expression de triomphe malicieux. « Thomas, François et Héloïse t'attendent pour porter un toast aux fiançailles, » annonça-t-elle. « Il vient de l'annoncer publiquement à tous les convives. » Sophie regarda Thomas, espérant qu'il nierait tout, qu'il lui dirait qu'il se battrait pour sa liberté, pour ce qui était en train de naître entre eux. Mais il murmura seulement « Je suis désolé » avant de suivre Camille. Cette nuit-là, Sophie pleura jusqu'à s'endormir, sentant qu'elle était tombée dans un piège du destin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Thomas était également éveillé, regardant de vieilles photographies où apparaissait sa mère, Caroline Petit, aux côtés d'une jeune Marguerite Martin, toutes deux cuisinières dans le même bistrot de Bourgogne, avant que la tragédie ne sépare leurs chemins pour toujours. Et pendant ce temps, François Moreau passait des appels téléphoniques, ordonnant une enquête exhaustive sur Sophie Martin, craignant que le passé qu'il s'était tant efforcé d'enterrer ne soit sur le point de revenir à la lumière.
La nouvelle des fiançailles entre Thomas Leclerc et Héloïse Moreau apparut dans tous les journaux locaux le lendemain matin. Sophie l'a lu dans la section Société, en buvant un café amer dans le petit café en face du restaurant, sentant que chaque mot était un coup de poignard à ses illusions. « Tout n'est pas ce qu'il semble être », dit une voix à ses côtés. Pierre s'assit en face d'elle avec une expression fatiguée. « Je connais Thomas depuis qu'il était un jeune garçon fraîchement arrivé à Lyon, les yeux remplis de peur et de colère. » Sophie le regarda surprise. « Depuis combien de temps travailles-tu pour lui ?»« Je ne travaille pas pour Thomas », clarifia Pierre avec un sourire triste. « Je travaillais pour sa mère, Caroline Petit, une cuisinière extraordinaire, avec un petit restaurant en Bourgogne. Quand elle est morte, j'ai suivi Thomas parce que je l'avais promis à Caroline. » Sophie sentit un frisson. « Thomas m'a dit hier soir qu'il connaissait ma grand-mère. Est-ce vrai ?» Pierre acquiesça lentement. « Ta grand-mère Marguerite et Caroline étaient comme des sœurs. Elles ont travaillé ensemble pendant des années à la cuisine de Caroline, un petit endroit qui est devenu célèbre pour ses coques au vin et ses bœufs bourguignons, jusqu'à ce que l'incendie se produise. » L'incendie? Sophie sentait que le monde commençait à tourner trop vite autour d'elle. Un incendie qui a détruit le restaurant et tué Caroline. Thomas, qui s'appelait alors Théo Petit, avait à peine 12 ans. Il s'est retrouvé orphelin et sans abri, jusqu'à ce que François Moreau apparaisse pour le sauver. Sophie se souvint soudain des histoires que sa grand-mère lui racontait sur une amie chère qu'elle avait perdue dans un incendie. Elle avait toujours supposé que c'était une histoire parmi tant d'autres des nombreux amis que sa grand-mère avait laissés derrière elle en déménageant de Bourgogne en Rhône-Alpes. Pourquoi François s'intéresserait-il à un enfant orphelin? Pierre regarda autour de lui comme pour s'assurer que personne ne les écoutait. Parce que le restaurant de Caroline était sur un terrain que Moreau voulait pour un développement touristique, un terrain qu'elle refusait de vendre. Tu suggères que... Je ne suggère rien, l'interrompit Pierre. Je sais seulement qu'après l'incendie, Moreau a adopté Thomas, changé son nom et l'a façonné à son image. Il lui a donné une éducation dans les meilleures écoles, l'a envoyé étudier la cuisine en Italie et en a fait son héritier. En échange, Thomas a dû renoncer à son passé et devenir celui que François voulait qu'il soit. Sophie se sentit nauséeuse en comprenant les implications, et les fiançailles avec Héloïse, c'est la dernière étape du plan de François. Avec ce mariage, il s'assure que tout son empire reste en famille, y compris le restaurant le plus réussi de Lyon. Et Thomas l'accepte comme ça, sans plus? Pierre soupira. Thomas paie une dette invisible depuis 18 ans. Mais depuis que tu es apparu, quelque chose a changé en lui. Ta cuisine, tes histoires, lui ont fait se rappeler qui il était vraiment. Sophie se leva, déterminée. « Je dois lui parler. Sois prudente, » avertit Pierre. « François a des yeux et des oreilles partout, et il n'aimera pas savoir que tu déterres le passé. » Quand Sophie arriva au restaurant, elle trouva une ambiance tendue. Les employés travaillaient en silence, évitant de la regarder. Camille, en revanche, l'accueillit avec un sourire venimeux. « La célébrité du moment, » dit-elle avec sarcasme. « Je suppose que tu comprends maintenant quelle est ta place ici, n'est-ce pas? Une cuisinière de plus, remplaçable comme tous. » Sophie l'ignora et se dirigea vers le bureau de Thomas, mais il était vide. Quand elle demanda où il était, on l'informa qu'il était sorti tôt avec François et Héloïse pour visiter des lieux possibles pour la réception du mariage. Désolée, Sophie se réfugia dans la cuisine. Là, parmi les casseroles et les poêles, elle trouvait toujours la paix. Elle décida de préparer un bœuf bourguignon, une recette complexe qui exigeait toute son attention, et que sa grand-mère lui avait enseigné, lui disant que c'était le plat préféré de son amie Caroline. Tandis qu'elle travaillait méticuleusement sur les ingrédients, une idée commença à se former dans son esprit. Si sa grand-mère et la mère de Thomas avaient été si proches, peut-être que Marguerite avait laissé plus que des recettes. Peut-être avait-elle gardé des secrets qui pourraient aider Thomas à se libérer de François. Ce soir-là, quand le restaurant ferma, Sophie ne partit pas se coucher. Au lieu de cela, elle prit un taxi jusqu'à la gare routière et monta dans le dernier bus pour Saint-Marie-du-Lac. Elle avait besoin d'examiner les affaires de sa grand-mère, chercher n'importe quel indice sur Caroline Petit et l'incendie qui avait changé tant de vies. Le voyage de 4 heures lui parut éternel. Quand elle arriva finalement à la petite maison où elle avait grandi, elle la trouva telle qu'elle l'avait laissée, modeste mais accueillante, avec des murs usés par le temps et le petit jardin d'herbe maintenant négligé. Sa mère, Marie, l'accueillit avec surprise et un peu de méfiance. La relation entre elles avait toujours été compliquée depuis que la dépression s'était installée dans sa vie après la mort de son mari. « Que fais-tu ici à cette heure ?» demanda-t-elle tandis que Sophie entrait précipitamment. « J'ai besoin d'examiner les affaires de grand-mère » répondit Sophie, se dirigeant directement vers la petite chambre qui avait appartenu à Marguerite et qui restait intacte comme un sanctuaire à sa mémoire. « Pourquoi tant d'intérêt soudain ?» demanda Marie, la suivant à pas lents.
Je pensais que tu nous avais déjà oubliés dans ta nouvelle vie de chef célèbre. Sophie ignora le commentaire amer. Sa mère avait toujours eu la capacité de la faire sentir coupable de poursuivre ses rêves, de refuser de rester piégée dans le même cycle de résignation. Maman, te souviens-tu que grand-mère parlait d'une amie en Bourgogne? Caroline, celle du restaurant qui a brûlé? Marie se raidit visiblement. Ta grand-mère avait beaucoup d'histoires, la plupart inventées. Ce n'était pas une invention, insista Sophie, ouvrant le vieux coffre où Marguerite gardait ses trésors les plus précieux. Caroline Petit a existé, et son fils est maintenant mon patron. Marie pâlit. Thomas Leclerc. Tu travailles pour Thomas Leclerc? Sophie s'arrêta net. Tu le connais? Je l'ai connu quand il était Théo, répondit Marie à voix basse. Un garçon maigre avec des yeux trop sérieux. Ta grand-mère a essayé de l'adopter après l'incendie, mais François Moreau l'avait déjà devancé. Sophie sentit que le sol bougeait sous ses pieds. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que ta grand-mère m'a fait promettre de ne jamais en parler, répondit Marie, s'asseyant lourdement sur le lit. Marguerite a toujours cru que l'incendie n'était pas un accident, que Moreau était derrière, mais elle n'avait pas de preuves, seulement des soupçons, et affronter un homme comme François Moreau sans preuves, c'est un suicide. Sophie reporta son attention sur le coffre, fouillant parmi des photographies anciennes, des lettres jaunies et de petits souvenirs. Au fond, elle trouva une boîte en métal rouillé avec l'inscription « Pour Théo, quand il sera prêt ». Les mains tremblantes, Sophie ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait plusieurs photographies d'une femme souriante avec un petit garçon, tous deux dans la cuisine d'un modeste restaurant. Il y avait aussi un journal, un collier avec un petit pendentif en argent en forme de cocotte et une enveloppe scellée adressée à « Mon fils Théo et la petite fille de Marguerite quand ils se rencontreront. Ta grand-mère a gardé tout ce qu'elle a pu sauver après l'incendie, expliqua Marie. Elle espérait un jour pouvoir le remettre à Théo, mais quand François a changé son nom et l'a envoyé étudier à l'étranger, nous avons perdu tout contact. Sophie passa la nuit à lire le journal de Caroline Petit, découvrant une histoire d'amitié, de lutte et de trahison. Caroline et Marguerite avaient recommencé ensemble, deux femmes célibataires déterminées à réussir dans un monde dominé par les hommes. Le petit restaurant La Cuisine de Caroline était devenu célèbre pour ses recettes authentiques, attirant touristes et critiques gastronomiques. Mais leur succès avait aussi attiré l'attention de François Moreau, qui voulait acheter le terrain pour un développement hôtelier. Les menaces ont commencé quand Caroline a refusé de vendre, et dans la dernière entrée du journal, écrite quelques jours seulement avant l'incendie, Caroline mentionnait avoir reçu une visite de François où il lui disait « Tout a un prix, et si tu n'acceptes pas l'argent, tu le paieras d'une autre façon ». À l'aube, Sophie rangea soigneusement toutes les preuves dans son sac à dos. Elle embrassa sa mère, lui promettant d'être prudente, et prit le premier bus de retour à Lyon. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son absence n'était pas passée inaperçue. Camille avait informé Thomas, qui à son tour s'était vu obligé de l'expliquer à François, lors d'un petit déjeuner tendu avec les Moreau. Une cuisinière de village disparaît au milieu de la nuit. Et ça t'inquiète? Se moqua François. Il y a des dizaines de cuisiniers qui attendent de prendre sa place. Sophie n'est pas remplaçable, répondit Thomas, avec une froideur qui surprit même Héloïse. Tu sembles très intéressé par cette fille, commenta François, étudiant Thomas avec méfiance. Je dirais presque qu'elle te rappelle quelqu'un. Thomas soutint son regard. C'est la meilleure chef de cuisine traditionnelle que j'ai trouvée. C'est tout. Bien, dit François, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Parce que n'oublie pas que dans 3 mois, tu épouseras Héloïse. Et j'espère que d'ici là, ta fascination pour la cuisine rustique sera passée. Quand Sophie arriva à Racine, le restaurant était en pleine préparation pour le service du midi. Pierre fut le premier à la voir, et son expression de soulagement lui dit combien il avait craint qu'elle ne revienne pas. « Thomas te cherche », lui chuchota-t-il, tout en l'aidant à enfiler son uniforme. « Il est furieux et inquiet. »« Je dois lui parler de toute urgence, » répondit Sophie, seule à seule. Mais avant qu'elle ne puisse chercher Thomas, il apparut à la porte de la cuisine. Ses yeux bleus, habituellement froids et contrôlés, brûlaient d'un mélange de colère et quelque chose d'autre que Sophie ne put identifier. « Dans mon bureau, maintenant », ordonna-t-il d'une voix sèche. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte avec plus de force que nécessaire. « Où étais-tu? Tu as disparu sans dire un mot. »« Je suis allé chercher des réponses, » dit Sophie, soutenant son regard. « Théo. » Le nom tomba entre eux comme une bombe. Thomas resta immobile, son visage un masque impénétrable. « Personne ne m'a appelé comme ça depuis 18 ans. C'est qui tu es vraiment ?» répondit Sophie, sortant la boîte en métal de son sac à dos. « Et ceci t'appartient. » Thomas regarda la boîte comme si c'était un objet extraterrestre. « Qu'est-ce que c'est? » »« Des choses que ta mère voulait que tu aies. Ma grand-mère les a gardées après l'incendie, espérant te retrouver un jour.
Les mains légèrement tremblantes, Thomas prit la boîte. Quand il vit les photographies, le collier et le journal, son masque d'indifférence commença à se fissurer. « Comment ? Ma grand-mère Marguerite et ta mère étaient meilleures amies, » expliqua Sophie. « Elles ont travaillé ensemble pendant des années. Quand ta mère est morte, ma grand-mère a voulu t'adopter, mais François l'a devancée. » Thomas s'assit lourdement, tenant une photographie où il apparaissait avec sa mère, tous deux souriant devant le petit restaurant. « Je pensais avoir tout perdu, toutes les photos, tous les souvenirs. Pas seulement ça, » continua Sophie, sortant le journal. « Ta mère soupçonnait que François préparait quelque chose contre elle parce qu'elle refusait de vendre le terrain. Elle l'a écrit ici, quelques jours avant l'incendie. » Thomas lut les dernières pages du journal et son visage se transforma avec une fureur que Sophie n'avait jamais vue. « Je l'ai toujours soupçonné, » dit-il d'une voix tremblante, « mais il m'a convaincu que c'était des imaginations d'un enfant traumatisé. Il m'a fait me sentir reconnaissant envers lui pour m'avoir sauvé, alors que tout ce temps... » Thomas, Sophie s'approcha et, sans réfléchir, prit sa main. « C'est suffisant pour au moins lancer une enquête. François ne peut pas s'en tirer comme ça. » Il la regarda intensément. « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi m'aides-tu? » « Parce que ma grand-mère m'a appris que la nourriture nous connecte, nous guérit, nous donne une identité. François t'a volé tout ça. Il t'a volé qui tu es vraiment. » Thomas se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la cathédrale de Lyon au loin. Quand il se tourna vers elle, il y avait une détermination nouvelle dans son regard. « Si j'affronte François, je perdrai tout. Le restaurant, la chaîne d'hôtels, tout ce que j'ai construit est lié à son empire. »« Mais tu gagneras ta liberté, » répondit Sophie, « et la justice pour ta mère. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que leur conversation était écoutée. Camille, toujours loyale à François pour des raisons qui allaient au-delà du professionnel, avait placé son téléphone en mode d'enregistrement sous la porte du bureau. Maintenant, elle avait toutes les informations dont elle avait besoin pour alerter François Moreau que son empire soigneusement construit risquait de s'effondrer. Cet après-midi-là, tandis que Sophie préparait le service du soir, elle reçut un message texte d'un numéro inconnu. « Je sais ce que tu prévois, je te surveille. » Et ainsi, tandis que la vérité sortait lentement à la lumière, les dangers pour Sophie et Thomas augmentaient. Car François Moreau n'était pas un homme qui permettrait que le passé, qu'il s'était tant efforcé d'enterrer, revienne détruire son avenir. Le gala annuel de la Fondation Moreau pour les arts culinaires était l'événement le plus attendu de l'année à Lyon. Dans l'élégant salon de l'hôtel impérial, l'élite sociale et entrepreneuriale se réunissait pour une soirée de gastronomie de luxe et de généreux dons à des causes apparemment nobles. Cette année, le gala avait une signification spéciale. On y annoncerait officiellement les fiançailles entre Thomas Leclerc et Héloïse Moreau, unissant définitivement les empires des deux familles. Sophie se déplaçait parmi les invités dans son uniforme de chef, supervisant que chaque plat sorte parfait de la cuisine mobile installée pour l'occasion. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait remis à Thomas les preuves de son passé, et bien que leur relation ait subtilement changé, regards plus longs, conversations plus intimes, petits effleurements de mains qui semblaient accidentels, mais ne l'étaient pas. Il n'avait pris aucune action visible contre François. « Tu es resplendissante ce soir », dit une voix derrière elle. Thomas, impeccable dans son costume noir sur mesure, l'observait avec une intensité qui la fit rougir. « Et toi, tu sembles prêt pour ta grande soirée », répondit-elle, essayant de maintenir un ton professionnel malgré la douleur que lui causait l'idée de l'annonce des fiançailles. « Tout est prêt, en effet, » confirma-t-il avec un sourire énigmatique, bien que peut-être pas de la façon que tous attendent. Avant que Sophie ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, François Moreau s'approcha d'eux, accompagné d'Héloïse, qui était spectaculaire dans une robe rouge qui accentuait sa silhouette élancée. « Ah, la fameuse chef Martin !» dit François avec une fausse cordialité. « Les convives ne cessent de louer tes créations. Tu as un don, tout comme ta grand-mère. » Sophie sentit un frisson à la mention de sa grand-mère, percevant la menace voilée dans ses paroles. « Ma grand-mère m'a bien enseigné, » répondit-elle avec un calme apparent. « Sans aucun doute, » continua François, prenant une coupe de champagne sur un plateau qui passait. « C'est admirable comment certaines traditions se maintiennent dans les familles, bien que parfois trop en savoir sur le passé peut être dangereux. » Thomas posa une main protectrice dans le dos de Sophie. « François, je crois qu'ils sont sur le point de servir le plat principal. Nous devrions retourner à notre table. »« Bien sûr, » sourit François, mais avant de partir, il se pencha légèrement vers Sophie. « Au fait, ta mère doit être bien seule dans cette maison si isolée. Ce serait dommage qu'elle ait un accident, comme ces incendies qui parfois se produisent sans explication. » Le visage de Sophie perdit toute couleur tandis qu'elle voyait François s'éloigner. Thomas serra doucement son bras. « Que t'a-t-il dit ? » « Il a menacé ma mère, chuchota-t-elle, tremblante.
Il sait que je suis allé à Saint-Marie, il sait ce que j'ai trouvé. » Les yeux de Thomas se durcirent. « Camille, murmura-t-il, j'aurais dû imaginer qu'elle nous espionnait pour lui. Que faisons-nous maintenant? »« Suis le plan, » répondit-il avec fermeté. « J'ai déjà envoyé Pierre dans ton village avec 2 hommes de confiance. Ta mère sera en sécurité. » Sophie le regarda surprise. « Tu avais un plan et tu ne me l'as pas dit ?» Thomas caressa brièvement sa joue, un geste si fugace que personne d'autre ne le remarqua. « Je prépare ceci depuis des jours. Ce soir, François Moreau tombera, et toi et moi serons libres. » Avant qu'il n'en dise plus, les serveurs commencèrent à servir le plat principal, un bœuf bourguignon préparé selon la recette originale de Caroline Petit, que Sophie avait recréée à partir des notes de sa grand-mère. Le dîner se déroula dans une atmosphère de tension contenue. Depuis sa position dans la cuisine, Sophie observait Thomas, qui semblait parfaitement calme, tandis qu'il conversait avec les invités à la table principale. Héloïse, à ses côtés, rayonnait de bonheur, inconsciente du drame qui était sur le point de se dérouler. Quand vint le moment des discours, François Moreau se leva, une coupe à la main. La salle devint silencieuse. « Amis, collègues, merci de nous accompagner dans cette soirée si spéciale, » commença-t-il de sa voix puissante d'orateur expérimenté. « La Fondation Moreau soutient depuis 15 ans l'art culinaire français, préservant nos traditions et les projetant vers l'avenir. » Des applaudissements polis interrompirent à son discours. « Mais ce soir, continua-t-il, j'ai le plaisir d'annoncer quelque chose de plus significatif encore pour l'avenir de notre fondation et de nos entreprises. L'union de ma fille Héloïse avec mon protégé le plus brillant, Thomas Leclerc. » Plus d'applaudissements, tandis qu'Héloïse souriait radieusement et que Thomas se levait pour rejoindre François, son visage un masque impénétrable. « Thomas est entré dans ma vie il y a 18 ans, poursuivit François, posant une main sur l'épaule du jeune homme. Un enfant démuni que j'ai transformé en l'homme à succès que vous voyez aujourd'hui. Comme un fils pour moi, j'ai toujours su qu'un jour il ferait officiellement partie de la famille Moreau. » Sophie observait en retenant son souffle, se demandant quel était le fameux plan de Thomas. « François, » intervint Thomas, prenant le microphone avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « ta générosité a toujours été extraordinaire. Permets-moi d'ajouter quelque chose à ton discours. » François parut momentanément déconcerté, mais acquiesça, cédant le microphone. « Ce soir, » commença Thomas d'une voix claire et ferme, « il s'agit en effet de tradition et d'avenir, et de vérité. » Un murmure confus parcourut la salle. « Il y a 18 ans, je n'étais pas Thomas Leclerc. J'étais Théo Petit, fils de Caroline Petit, propriétaire de La Cuisine de Caroline en Bourgogne. Un restaurant petit mais respecté, connu pour maintenir vivantes les recettes traditionnelles. » Sophie vit comment le visage de François se transformait, passant de la confusion à la colère à peine contenue. « Ma mère a refusé de vendre son restaurant pour un développement touristique. Peu après, un incendie accidentel a mis fin à sa vie et à tout ce que nous avions. » Héloïse regardait Thomas avec horreur, tandis que les invités échangèrent des regards mal à l'aise. « François Moreau m'a sauvé, » continua Thomas, faisant des guillemets avec ses doigts. « Il m'a donné un nouveau nom, une nouvelle vie, et pendant des années, il m'a fait croire que je lui devais tout. Ce que je ne savais pas, c'est que j'avais des preuves qu'il avait ordonné l'incendie qui a tué ma mère. » François se précipita vers le microphone. « Assez !» Thomas est manifestement sous beaucoup de pression avec les préparatifs du mariage. Peut-être a-t-il trop bu. Mais Thomas avait déjà fait un signe, et sur les écrans géants installés pour le gala apparut l'image d'un document, la dernière page du journal de Caroline Petit, où elle détaillait les menaces de François. « Ce n'est que le début, » dit Thomas avec froideur. « Il y a d'autres preuves, y compris des virements bancaires à l'homme qui a déclenché l'incendie, qui est maintenant prêt à témoigner. » Le chaos se déchaîna dans la salle. Les journalistes invités prenaient frénétiquement des notes, les photographes déclenchèrent leurs appareils, et Héloïse s'était effondrée sur sa chaise, pleurant inconsolablement. François, le visage déformé par la fureur, s'approcha de Thomas. « Tu as signé ton arrêt de mort, » siffla-t-il. « Toi et cette cuisinière de village qui t'a rempli la tête de mensonges. »« Attention à ce que tu dis, François, » répondit Thomas d'une voix glaciale. « Chacun de tes mots est enregistré. Et soit dit en passant, les hommes que tu as envoyés pour intimider la mère de Sophie ont été arrêtés. Ils ont avoué qui les avait envoyés. » Sophie vit 2 policiers en civil s'approcher discrètement. Quand François tenta de s'échapper par une porte latérale, ils l'interceptèrent. L'arrestation du puissant homme d'affaires fut discrète, mais ferme, tandis que les invités regardaient, stupéfaits. Au milieu du chaos, Thomas chercha Sophie du regard. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle, tout le reste sembla s'évanouir. Il se fraya un chemin parmi la foule, jusqu'à ses côtés. « Ça va ?» demanda-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « Ma mère, elle est en sécurité. »
Pierre m'a envoyé un message il y a 10 minutes. Il est avec elle dans un lieu sûr. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu as réussi. Tu as affronté François. Non, corrigea-t-il, la rapprochant. Nous avons réussi. Tu m'as rendu mon identité, mon passé. Tu m'as fait me souvenir de qui j'étais vraiment. Héloïse s'approcha alors, son visage marqué par les larmes et la fureur. Tout était un mensonge. C'est moi ensemble. Les projets de mariage. Thomas la regarda avec compassion. Je suis désolé, Héloïse. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais je ne pouvais pas construire un avenir sur un mensonge. Et elle? Demanda Héloïse, désignant Sophie avec dédain. Elle fait partie de ta nouvelle vérité? Thomas regarda Sophie avec une intensité qui la fit frissonner. Elle est la raison pour laquelle j'ai trouvé le courage d'affronter la vérité. Héloïse les regarda tous les deux avec un mélange de douleur et de résignation. Mon père avait raison sur une chose. Trop en savoir sur le passé peut être dangereux. Et sur ces mots, elle s'éloigna dans la foule. Dans les heures qui suivirent, tandis que les policiers prenaient des dépositions et que la nouvelle de l'arrestation de François Moreau commençait à se répandre, Thomas et Sophie restèrent ensemble, assimilant tout ce qui s'était passé. Le restaurant Racine n'appartiendrait plus au groupe Moreau. Thomas devrait presque repartir de zéro, mais cette fois, en tant que Théo Petit, l'homme qu'il était vraiment. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Sophie alors qu'ils étaient assis sur la terrasse de l'hôtel, loin de l'agitation. Thomas, ou Théo, comme elle devrait commencer à l'appeler, sortit de sa poche le petit pendentif en forme de cocotte en argent qui avait appartenu à sa mère. Reconstruire, mais cette fois sur des fondations véritables. Il la regarda avec un mélange de vulnérabilité et d'espoir. « M'aiderais-tu à le faire ?» Sophie comprit qu'il ne lui demandait pas seulement de l'aide pour le restaurant, c'était une invitation à construire quelque chose ensemble, quelque chose qui allait au-delà du professionnel. Ma grand-mère disait souvent que les meilleures recettes sont celles créées entre deux personnes qui s'aiment, répondit-elle avec un sourire timide. Il s'approcha lentement, jusqu'à ce que leur visage ne soit qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Sophie Martin, murmura-t-il, je crois que je suis tombé amoureux de toi depuis le moment où j'ai goûté ton coq au vin et que je me suis souvenu de la saveur de mon enfance. Et là, sous les étoiles de Lyon, avec l'écho lointain du scandale qu'ils venaient de provoquer, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui avait goût de promesses, de nouveaux départs, de recettes qui commençaient à peine à mijoter à feu doux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'histoire de Caroline et Marguerite, de leur vie parallèle et de leur amitié inébranlable, gardait encore plus de secrets à découvrir, des secrets qui changeraient à jamais la façon dont ils comprenaient leurs origines et leur destin partagé. Un an plus tard, le soleil de l'après-midi baignait d'une lumière dorée la façade rénovée du petit restaurant au centre historique de Beaune. Une enseigne en bois sculptée à la main annonçait fièrement « Caroline et Marguerite, saveurs qui racontent des histoires ». Sophie contemplait le résultat final de mois de travail, ressentant un mélange de nervosité et de satisfaction. L'inauguration aurait lieu le lendemain, et tout était prêt. Les nappes tissées par des artisanes locales, la vaisselle en terre cuite, les murs ornés de photographies anciennes de Caroline Petit et Marguerite Martin dans leur jeunesse. « On dirait que tu vois un fantôme, dit Théo, qui avait légalement récupéré son nom d'origine, l'enlaçant par derrière. « J'imagine ce que diraient nos grands-mères si elles pouvaient voir ça, répondit-elle, se calant contre sa poitrine. Nous avons reconstruit ce que François a détruit sur le même terrain. Les mois avaient été intenses depuis la soirée du gala. Le procès contre François Moreau avait accaparé les titres nationaux, révélant un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'à des fonctionnaires locaux et régionaux. Bien que les avocats de François se soient battus férocement, les preuves étaient accablantes. Il purgeait maintenant une peine pour homicide et autres délits économiques. Héloïse, après l'humiliation publique initiale, avait fait preuve d'une force surprenante. Se distançant des affaires troubles de son père, elle avait pris le contrôle de la partie légitime de l'Empire Moreau, transformant la fondation en une organisation réellement dédiée à préserver les traditions culinaires françaises. « As-tu vu Pierre ?» demanda Sophie, se souvenant du fidèle employé qui avait été crucial dans leur histoire. « Il supervise l'arrivée du cognac spécial pour demain, » répondit Théo, embrassant doucement son cou. « Au fait, ta mère a appelé. Elle arrive par le bus de l'après-midi. » Sophie sourit. La relation avec sa mère s'était nettement améliorée au cours de la dernière année. Marie avait laissé derrière elle une grande partie de son amertume et collaborait maintenant avec eux, apportant des recettes familiales et des connaissances sur les herbes médicinales pour le restaurant. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous y sommes parvenus, » murmura Sophie. « Le restaurant ou nous ?» demanda-t-il avec un sourire espiègle. « Les deux, » répondit-elle, se tournant pour le regarder dans les yeux.
ses yeux bleus qui montraient maintenant une chaleur que peu avaient vue auparavant. La transformation de Théo avait été remarquable. Libéré du poids de sa fausse identité et de la dette invisible envers François, il avait récupéré des parties de lui-même qu'il croyait perdues à jamais. Son accent bourguignon qu'il ne s'efforçait plus de cacher, sa passion pour les recettes traditionnelles, sa capacité à rire sans réserve. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. Je voulais te le donner demain pendant l'inauguration, mais je ne peux plus attendre. » Sophie prit la boîte d'une main tremblante. À l'intérieur, sur un lit de velours bleu, reposait une bague en argent avec une petite cocotte en jade vert, similaire au pendentif qui avait appartenu à Caroline. « Sophie Martin, dit Théo d'une voix émue, le destin nous a unis à travers les recettes de nos mères, mais c'est ton courage qui nous a libérés tous les deux. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme, ma compagne de cuisine et de vie ?» Les larmes brouillèrent la vision de Sophie tandis qu'elle acquiesçait, incapable de parler. Quand Théo glissa la bague à son doigt, elle sentit qu'il complétait un cercle qui avait commencé bien avant leur naissance. Ce soir-là, alors qu'ils finalisaient les détails pour la grande inauguration, Pierre leur demanda un moment pour leur remettre quelque chose. C'était une boîte en bois ancienne qu'il avait gardée pendant des décennies. « Caroline me l'a confiée peu avant l'incendie, » expliqua le vieil homme. « Elle m'a fait promettre de ne la remettre à Théo que lorsqu'il retrouverait son chemin vers la Bourgogne, et s'il le faisait avec le cœur ouvert. » Théo ouvrit la boîte avec révérence. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres attachées avec un ruban rouge, et une enveloppe scellée adressée à « Mon fils Théo et la petite fille de Marguerite, quand ils se rencontreront. » Échangeant un regard stupéfait, ils ouvrirent l'enveloppe. La lettre, écrite de l'écriture élégante de Caroline, commençait ainsi. « Si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que le destin a trouvé le moyen de réparer ce qui a été brisé. Marguerite et moi avons toujours su que nos chemins étaient entrelacés, d'une façon qui va au-delà de l'amitié. » Au fur et à mesure qu'ils lisaient, une vérité étonnante se révélait à eux. Caroline et Marguerite n'avaient pas été seulement amies et associées. Elles avaient été sœurs, séparées dans l'enfance quand leurs parents sont morts et qu'elles ont été adoptées par différentes familles. Elles s'étaient retrouvées par hasard des années plus tard, se reconnaissant grâce à un grain de beauté identique, en forme d'étoile, qu'elles avaient toutes deux sur le poignet gauche. « Le même grain de beauté que tu as, » chuchota Théo, prenant le poignet de Sophie où effectivement, une petite marque en forme d'étoile avait été présente depuis sa naissance. « Et le même que tu as, » répondit-elle, indiquant la marque identique sur le poignet de Théo, qu'il avait toujours considéré comme une simple coïncidence. La lettre continuait en expliquant comment Caroline et Marguerite avaient découvert qu'elles étaient filles du même père, un célèbre chef bourguignon mort jeune. Elles avaient uni leurs connaissances culinaires pour préserver l'héritage familial, se promettant qu'un jour, elles révéleraient la vérité à leurs enfants. « Cela signifie que nous sommes, » commença Sophie, essayant de traiter l'information. « Cousins au 2e degré, » compléta Théo, aussi étonné qu'elle. « Nos grands-mères étaient sœurs. » Pierre acquiesça avec un sourire serein. « Je l'ai toujours su. La ressemblance entre vous est subtile mais indéniable. Vous avez les mêmes gestes quand vous goûtez quelque chose de délicieux, la même façon d'incliner la tête quand vous écoutez attentivement. » Sophie et Théo restèrent silencieux, assimilant cette nouvelle dimension de leur histoire partagée. Ce n'était pas seulement l'amour qui les unissait, mais aussi le sang, les recettes familiales et un héritage qu'ils avaient été destinés à reconstruire ensemble. « Je comprends maintenant pourquoi ta cuisine m'a toujours semblé si familière, » dit finalement Théo. « Ce n'était pas juste de la nostalgie, c'était la saveur de ma propre famille. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Beaune, Sophie et Théo partagèrent un dîner intime sur la terrasse du restaurant qu'ils inaugureraient le lendemain. Chaque plat était une célébration de leur héritage nouvellement découvert. Un bœuf bourguignon, préparé selon la recette secrète de leur arrière-grand-père commun, coq au vin, avec la touche spéciale que Caroline avait enseignée à Théo quand il était enfant, et le dessert préféré de Marguerite, une tarte tatin aux pommes avec une touche de crème de cassis. Tout en dînant, ils planifièrent à leur mariage, qui se célébrerait dans le petit village de Saint-Marie-du-Lac, unissant ainsi les deux parties de leur histoire familiale. Marie, la mère de Sophie, s'occuperait de la robe traditionnelle, et Pierre, qui était devenu une figure paternelle pour eux deux, les conduirait à l'autel. « Sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» dit Sophie tandis qu'ils partagèrent le dessert. Que malgré toutes les tentatives de François pour effacer le passé, l'amour a trouvé le moyen de le récupérer. Théo prit ses mains sur la table, la regardant les yeux brillants d'émotion. C'est comme si toute la douleur, toutes les pertes avaient fait partie d'un chemin nécessaire pour arriver à ce moment. « Crois-tu qu'elle le savait ?» demanda Sophie. « Crois-tu que d'une certaine façon nos grands-mères avaient l'intuition que nous nous retrouverions ?»« J'en suis certain, » répondit-il avec conviction,
La dernière ligne de la lettre de ma mère le dit tout. Sophie se rappela les mots finaux. Et quand le petit-fils de Marguerite et mon fils se rencontreront, ils sauront que certaines recettes sont écrites dans les étoiles, pas sur papier. Le matin de l'inauguration se leva radieux. Le petit restaurant Caroline et Marguerite brillait sous le soleil bourguignon, avec ses murs fraîchement peints d'une chaude couleur ocre et des pots débordant d'herbes aromatiques flanquant l'entrée. Les premiers à arriver furent les anciens clients de la cuisine de Caroline, maintenant des personnes âgées qui avaient gardé pendant des années les souvenirs de la saveur incomparable de ces plats. Beaucoup pleurèrent en voyant les photographies au mur, reconnaissant la jeune Caroline avec son petit Théo. Marie arriva peu après, accompagnée de voisins de Saint-Marie-du-Lac qui avaient fait le long voyage en bus pour soutenir Sophie. La femme qui avait autrefois vécu plongée dans l'amertume souriait maintenant avec fierté en parcourant les lieux, indiquant les détails qui rappelaient sa mère Marguerite. « Ta grand-mère serait si fière, » dit-elle à Sophie, l'étreignant avec force. « Et je le suis aussi, ma fille. » L'événement prit un tournant inattendu quand une élégante voiture s'arrêta devant le restaurant. À la surprise de tous, Héloïse Moreau descendit du véhicule, vêtue avec une élégance simple. Théo et Sophie échangèrent des regards étonnés avant de sortir l'accueillir. « Je n'étais pas sûre d'être la bienvenue, » dit Héloïse avec une honnêteté directe. « Mais j'ai senti que je devais être ici. »« Pourquoi ?» demanda Théo, sans hostilité, mais avec une curiosité sincère. Héloïse prit une profonde respiration. « Parce qu'une partie de mon chemin pour guérir a été de reconnaître le mal que mon père a causé, et parce que je veux faire partie de la solution, pas du problème. » Elle remit à Sophie une enveloppe. « La Fondation Moreau, maintenant sous ma direction, souhaite attribuer des bourses à de jeunes cuisiniers de communautés rurales pour qu'ils puissent se former sans perdre leurs racines. J'aimerais que vous soyez consultant pour le programme. » Sophie regarda Théo qui acquiesça subtilement. « Nous serions ravis, » répondit-elle, tendant sa main à Héloïse. « La cuisine traditionnelle doit être un pont, pas une barrière. » La cérémonie d'inauguration fut simple, mais émouvante. Pierre coupa le ruban rouge, tandis que Théo et Sophie tenaient une grande photographie encadrée où apparaissaient Caroline et Marguerite ensemble, souriantes devant l'original « La cuisine de Caroline » des décennies auparavant. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un restaurant, » dit Théo d'une voix chargée d'émotion. « Nous récupérons un héritage qu'on a tenté d'effacer, l'histoire de deux sœurs qui ont transformé leur amour pour la cuisine traditionnelle en un langage universel. » Sophie poursuivit. « Et nous promettons que chaque plat qui sortira de cette cuisine portera en lui le savoir, la passion et l'esprit de Caroline et Marguerite pour qu'elles ne soient jamais oubliées. » Les applaudissements résonnèrent dans la petite rue. Les premiers clients commencèrent à entrer, émerveillés par la décoration qui combinait des éléments traditionnels avec des touches contemporaines. Sur chaque table, une petite carte racontait l'histoire de Caroline et Marguerite, les sœurs séparées que le destin avait réunies à travers leur amour pour la cuisine. La journée se déroula comme un rêve. Les convives savouraient chaque plat avec révérence, reconnaissant des saveurs qu'ils croyaient perdues à jamais. Les critiques commencèrent à arriver dès l'après-midi, une expérience transformatrice, la saveur de la mémoire collective, un acte de justice gastronomique. Quand le dernier client partit et qu'ils fermèrent les portes, l'équipe complète, Théo, Sophie, Pierre, Marie et les jeunes cuisiniers locaux qu'ils avaient engagés, trinquèrent avec du cognac artisanal. « À Caroline et Marguerite », dit Pierre levant son verre. « Au passé récupéré », ajouta Marie. « Au futur que nous construirons », compléta Sophie, regardant Théo avec amour. Plus tard dans la soirée, quand tous étaient partis, Théo et Sophie montèrent sur le toit du bâtiment, où ils avaient créé un petit jardin d'herbes aromatiques. Sous le ciel étoilé de Bourgogne, enlacés et enveloppés dans une couverture traditionnelle, ils contemplèrent la ville qui avait vu naître leur histoire familiale. « Sais-tu ce que m'a dit Pierre aujourd'hui ?» commenta Sophie. « Qu'il a trouvé une vieille boîte de recettes que Caroline avait enterrée dans la cour arrière, juste avant l'incendie. Des recettes qui remontent à 4 générations. » Théo sourit. « Il semble que notre voyage commence à peine. Il y a tant à récupérer, tant à créer. Et un mariage à planifier, » ajouta-t-elle, regardant la bague à son doigt. « Que dirais-tu de nous marier ici même ?» suggéra-t-il. « Sur le toit, avec les étoiles comme témoins, entourés des herbes que nos grands-mères cultivaient. » Sophie acquiesça, imaginant la scène. « Et nous servirons tous les plats qu'elles ont créés ensemble. Ce sera comme les avoir avec nous. Elles sont toujours avec nous, » murmura Théo montrant les étoiles du doigt. « Dans chaque recette, dans chaque saveur, dans chaque histoire que nous racontons à travers notre cuisine. » Ils s'embrassèrent sous le manteau étoilé, sentant que leur amour était l'ingrédient final d'une recette qui avait commencé à s'écrire des générations auparavant.
une recette de résistance, de mémoire, d'identité retrouvée. 6 mois plus tard, comme il l'avait prévu, Sophie et Théo se marièrent sur le toit du restaurant Caroline et Marguerite, qui était déjà devenu un point de référence gastronomique en Bourgogne. La cérémonie, intime mais rayonnante, combina des traditions de Saint-Marie-du-Lac et de Beaune, avec un quatuor à cordes jouant des mélodies que Caroline et Marguerite avaient adorées de leur vivant. Sophie, magnifique dans une robe traditionnelle bourguignonne brodée à la main par Marie, marcha vers l'autel au bras de Pierre. Théo l'attendait avec des larmes de bonheur dans les yeux, portant un costume noir avec des détails artisanaux qui honoraient ses racines. « Aujourd'hui, nous unissons plus que 2 vies, dit le prêtre pendant la cérémonie. Nous unissons 2 branches d'une même famille, fermant un cercle que l'adversité a tenté de briser. » Quand ils échangèrent leurs vœux, Sophie et Théo ajoutèrent une promesse spéciale. « Je promets de préserver notre histoire, d'honorer nos racines et de créer de nouvelles recettes de vie ensemble en mélangeant le meilleur de nos ingrédients. » Le banquet de mariage fut légendaire. Chaque plat racontait une histoire. Le bœuf bourguignon que Caroline avait perfectionné pendant des années, le coq au vin qui avait uni Sophie et Théo à Lyon, les desserts typiques que Marguerite préparait pour les fêtes du village. Parmi les invités se trouvait Héloïse, qui avait trouvé son propre chemin de rédemption en transformant l'héritage corrompu de son père en quelque chose de positif. Des critiques gastronomiques, des chefs célèbres étaient également présents et le plus important pour les mariés, des personnes humbles de Saint-Marie-du-Lac et de Beaune, dont les vies avaient été touchées par Caroline et Marguerite. À la fin de la soirée, quand les invités commençaient à partir, Théo emmena Sophie dans un coin isolé du toit. Là, il avait planté un petit pommier, symbole de fertilité, d'abondance et de renaissance. « Cet arbre grandira avec nous, dit-il, l'enlaçant par derrière tandis qu'il contemplait la ville illuminée. Et un jour, nos enfants connaîtront toute l'histoire. Ils sauront d'où ils viennent et la saveur de leur héritage. » Sophie se tourna pour le regarder, des larmes de bonheur dans les yeux. « Je viens de me rappeler quelque chose que ma grand-mère disait souvent. La nourriture la plus savoureuse contient toujours un ingrédient secret, l'amour transmis de génération en génération. Et nous avons cet ingrédient en abondance, répondit Théo, l'embrassant sous les étoiles qui avaient guidé leur destin. 5 ans plus tard, Caroline et Marguerite s'étaient étendues, non comme une chaîne commerciale, mais comme un mouvement culturel. À Lyon, Saint-Marie-du-Lac et Paris, de petits restaurants frères avaient ouvert, chacun adapté aux traditions culinaires locales, mais conservant l'essence originale. L'école de cuisine traditionnelle. Caroline et Marguerite, financées en partie par la Fondation Moreau Réformée, avaient formé des dizaines de jeunes cuisiniers de communautés rurales, dont beaucoup étaient retournés dans leur village pour ouvrir leurs propres établissements, préservant des recettes qui étaient sur le point d'être perdues. Sophie et Théo partagèrent leur temps entre Beaune et les autres restaurants, voyageant toujours avec leurs jumeaux de 3 ans, Caroline et Victor, ainsi nommés d'après le père de Caroline et Marguerite, dont ils avaient découvert le nom complet dans les vieilles lettres. Leur histoire était devenue un symbole de résistance culturelle et de justice, comment l'amour pour la cuisine traditionnelle avait vaincu la corruption et l'avidité. Des documentaires, des livres et des articles avaient diffusé la saga familiale, inspirant d'autres à récupérer leurs propres traditions. François Moreau était mort en prison 2 ans auparavant, seul et amer. Héloïse, dans un acte final de rédemption, avait donné une grande partie de la fortune familiale à des causes liées à la préservation du patrimoine gastronomique français. Un après-midi, tandis que les jumeaux jouaient dans le jardin d'herbe sur le toit sous le regard attentif de Marie et Pierre, qui, à la surprise de tous, avaient développé une romance tardive mais intense, Sophie et Théo examinaient un vieux coffre qu'ils venèrent de recevoir. Il avait été envoyé par une vieille dame d'un village reculé de la Champagne qui affirmait avoir connu le père de Caroline et Marguerite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le coffre contenait des cahiers, avec des recettes antérieures même à celles qu'ils avaient récupérées jusqu'à présent, élargissant l'arbre généalogique culinaire de la famille. « C'est incroyable », murmura Sophie, tournant avec soin les pages jaunies. « Chaque fois que nous pensons avoir tout récupéré, un nouveau chapitre de notre histoire apparaît. » Théo sourit, observant leurs enfants qui montraient déjà une fascination naturelle pour les odeurs et saveurs de la cuisine. Caroline, avec à peine 3 ans, pouvait déjà identifier les herbes par leur arôme, tandis que Victor démontrait un talent précoce pour distinguer les différents types de vins utilisés en cuisine. « C'est ainsi que cela doit être, » répondit-il, enlaçant sa femme. « Une histoire qui ne finit jamais, qui se réécrit avec chaque génération. En ce moment parfait, avec le soleil couchant baignant d'or le toit où ils avaient uni leur vie, Sophie et Théo comprirent que le véritable héritage de Caroline et Marguerite
n'était pas seulement les recettes ou les restaurants. C'était la certitude que l'amour, comme les saveurs les plus authentiques, trouve toujours le moyen de durer, de se transformer, de nourrir ceux qui viennent après. Et tandis que les enfants couraient parmi les pots d'herbes aromatiques, poursuivant des papillons sous le regard aimant de leurs parents, la dernière ligne de l'histoire familiale s'écrivait dans le livre le plus important, celui du futur qu'ils continueraient à construire ensemble, mélange parfait de tradition et d'innovation, de racines profondes et d'ailes pour voler. Cette histoire vous a-t-elle ému autant que moi? Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'amour, la gastronomie et la quête d'identité, n'oubliez pas de laisser votre j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de partager dans les commentaires depuis quelle belle ville vous nous avez lu. Votre soutien nous inspire à continuer à créer des histoires qui touchent le cœur.